Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief et un classico. La victoire du Barça face au Real Madrid. Le Barça qui confirme un petit peu son ascendant psychologique sur le Real Madrid, hein. Je pense que quand on parle toujours du classico et qu'on analyse les deux effectifs et les deux matchs, on va analyser bien sûr les deux effectifs, les deux matchs, les deux clubs, les deux dynamiques. Mais toujours, il y a un coin, même, et on l'a vu avec les merengues au plus, de Real Madrid, que quand ils jouent le Barça, c'est plus la même équipe qui a joué, qui a tapé le Liverpool, c'est plus une équipe, parce que le Real, même l'année passée, le Real Madrid, ils sont champions d'Europe, ils gagnent la Ligue des Champions. Ils étaient en train ils ont écrasé le PSG et tout. Ils jouent le Barça au Bernabeu, ils perdent 4-0. Il y a quand même quelque chose de psychologique. Et je pense que c'est pas lié uniquement à deux saisons. Je pense que ça a débuté dans, en 2009, je pense, avec le 6-2. Ça a quand même marqué des générations et ça a marqué et ça a donné un souffle au Barça. Même si ce soir, c'est pas dans le côté tiki-taka que le Barça s'impose face au Real Madrid, mais dans un autre secteur. Et je pense que c'est une victoire du collectif, une victoire pragmatique du Barça et un nouvel échec dans ce qui fait la faiblesse du Real Madrid, c'est-à-dire face au bloc bas. Donc avant de commencer bien sûr le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. La première chose qui saute aux yeux quand on parle de ce match, c'est le nombre d'absences qu'il y a au Barça. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui jouent jamais. Tu as des joueurs qui... L'absence de Pedri et de Dembélé, on le sait. Donc, c'est des joueurs qui sont blessés. Puis la nouvelle blessure de Lewandowski et la blessure de Christensen qui te pousse à mettre un joueur comme Marcos Alonso qui pour une fois fait un match mais de malade en défense. Mais sinon, le Barça a joué avec sans attaquant parce que sérieusement, quand on voit le match de Ferran Torres, on se dit comment le Barça a pu mettre 50 millions sur un joueur pareil. Il est tout simplement inexistant. Le Barça, à un certain moment, on peut se dire quand on voit le match que le Barça joue à 10 contre 11. Non, le Barça joue à 10 contre 12. Il joue avec le Real Madrid, hein. Il joue pas avec le Barça, il joue contre le Barça. Il n'aide pas dans la construction, il n'aide pas dans la conservation parce que quand on analyse le match et que le Barça se fait dominer en matière de possession du début jusqu'à la fin du match, et un Barça qui joue en bloc très très bas, très très resserré, et que l'unique joueur qui est un petit peu plus haut que les autres et qui a toujours un ou deux joueurs autour de lui, que ce soit Rudiger ou Militao, et que c'est ce joueur-là qui va te permettre de respirer avec le ballon et de sortir un petit peu, sortir de la tête de l'eau, parce qu'il y avait des longues phases de possession, des longues phases d'attaque du Real Madrid qu'on a vu en début de première, du match, hein. Les 20 premières minutes, le Real a dominé, a essayé de pousser, a essayé de faire bouger ce bloc. Mais il y a le but qui vient et qui remet le Barça un petit peu dans le match. Même avant, on a senti un Barça qui peut sortir, mais parce qu'ils étaient plus frais. Tu avais un joueur comme le match que fait Frankie de Jong, le match que fait Busquets dans la récupération, le joueur qui a récupéré le plus de ballons ce soir, c'est Sergio Busquets. Et il n'y a pas une personne qui va venir me dire ah non, on va attendre le prochain match. Il joue contre le Real Madrid au Bernabeu. Il y a face à lui Benzema, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga au milieu, Modric, Kroos. Et lui, il récupère toujours. Et dans les 10 dernières minutes, et même dans les 5 dernières minutes, il va presser très très haut. Donc à un certain moment, je pense que... On a vu face à Manchester, hein. C'est l'unique, c'est le seul joueur qui a une constance de niveau, une constance d'excellence dans le football. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a lui, quand on voit le Real Madrid, il y a des joueurs comme Modric et tout. Mais il n'y a pas beaucoup. Mais le match que fait Frankie de Jong au milieu, et bien sûr un joueur comme Gavi, ça te permet d'avoir ce souffle au milieu et de fermer les zones dangereuses. Même si on va parler d'une seule chose, hein, on va parler d'une seule chose et qui m'intéresse, c'est Vinicius. Moi, Vinicius, je débriefe le Real Madrid depuis longtemps, hein. Pas uniquement cette saison, même l'année passée, même avant, il y a 2 saisons, il y a 3 saisons. On débriefe toujours les matchs du Real Madrid.
Et j'ai toujours dit cette saison que le meilleur élément offensif et le danger premier du Real Madrid, c'est pas Benzema, c'est Vinicius. C'est lui l'élément déclencheur de toute situation. Et si tu le bloques, si tu réussis à bloquer Vinicius, tu bloques le Real Madrid. À Liverpool, ils n'ont pas réussi à tenir Vinicius. Il a mis deux buts. Il a mis, voilà. Mais là, tu as un joueur comme Araujo qui t'annule Vinicius. Araujo, il annule Vinicius. Il l'annule. Il n'existe plus, il peut plus aller prendre la profondeur. Il peut rien faire. Il l'annule. Je vois toujours Araujo faire ça dans les deux derniers, ou même dans les quatre derniers classicos. Sur les quatre derniers classicos, le Barça, on a gagné 3. Et Araujo, toujours, il est énorme face à Vinicius. Il y a un ascendant qui est pris quand même. Mais on parle toujours de ça. Mais le comportement de Vinicius avec l'arbitre et la manière, les gestes qu'il fait, l'agacement qu'il fait et comment il parle avec l'arbitre, parce que dans une situation où là, il prend, là, la main de Vinicius, on ne la voit pas, mais elle est en train d'étrangler Frankie de Jong. Hein. Elle est en train d'étrangler Frankie de Jong. C'est une prise de catch. Ah, c'est l'Undertaker. C'est pas un joueur de foot. Et l'agacement derrière, comment il fait. Et j'ai vu le match et j'étais en même temps avec. Je suivais un petit peu les commentaires sur les chaînes espagnoles et en Espagne, sur l'émission El Chiringuito, il y a un arbitre, c'est Héctor Adé, il dit que l'arbitre devait exclure Vinicius. Et c'est pas la première fois, parce qu'on l'a vu à Majorque, le geste qu'il fait comme ça à l'arbitre. Ce soir, il fait comme ça à l'arbitre. C'est pas normal. Et on parle de l'agacement qu'il peut susciter. Et tout au long du match, il joue de l'agacement. Et c'est ce qu'on a dit dans beaucoup de matchs de Real Madrid, c'est que quand le match ne va pas du côté du Real Madrid, ça aurait peut-être toujours mal fini. Ça finit toujours mal. C'est-à-dire qu'il est toujours dans l'excès. Quand ça va bien, c'est toujours du festival, c'est le Brésil, on sait. Mais quand ça va pas bien, il va dans ses excès. Et toujours, on le voit qu'il exagère son comportement avec l'arbitre. Et moi, je pense que l'arbitre aurait dû l'expulser. Parce que il te pourrit le match. Et après, je vois toujours des gens qui disent, enfin sur Twitter et sur un petit peu les réseaux sociaux, qui disent comment ça se fait, c'est du catch. Parce qu'il y a beaucoup de cartons. C'est ça le championnat d'Espagne. Et c'est ça l'arbitrage à l'espagnol. Il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de fautes qui sont sifflées. Je vois certaines fautes qui sont pas sifflées alors que c'est des fautes. Je vois des fautes qui n'existent pas alors que elles sont sifflées et des cartons qui n'existent pas alors que... Voilà, il y a un arbitrage espagnol qui est comme ça, qui est fait comme ça. Et ça a toujours été le cas. Hein. Même quand le Barça et le Real, c'était des squads, des compos exceptionnels avec des Messi, des Ronaldo, Xavi, Iniesta, Ramos et tout. Ah, il y avait des cartons rouges tout le match. Ramos, c'est le champion, le recordman des cartons rouges au Classico. Même si c'est pas Sergio Ramos, c'est Nacho. Si c'est pas Nacho, c'est Carvajal. Si c'est pas Carvajal, c'est Albiol. On se rappelle tous. Hein. Il y a toujours un carton. Il y avait Sergio Roberto à un certain moment au Classico. Il y avait Alves. Toujours, il y a ce côté-là. Mais c'est ça le Classico. Hein. C'est ça la culture. C'est pour ça qu'on aime regarder le football espagnol. Parce qu'il y a une certaine côté technique. Mais ce soir, Vinicius, je pense qu'il mérite un petit peu l'exclusion. Même si le Barça, normalement, ça finit 2-0 parce que cette situation est fatigue. Qui saute pas. Parce que le but, là, ça va directement ici. Un doublé pour Kessié qui, pour le coup, a fait un match dans le. Mais c'est dans la combativité, ils ont tous fait un grand match. Parce que c'est un match où un joueur comme on l'a dit comme Christensen qui était absent mais qui est remplacé par Marcus Alonso, il a fait un match monstrueux. Dans la défense, Koundé, Araujo, ça se discute pas. Au milieu, Busquets il fait un match énorme. De Jong, Gavi et Kessié aussi, Balde aussi, mais dans la combativité, dans le côté défensif et tout. Ça c'est là qu'on a vu, on a dit la semaine passée quand le Real a joué à l'Atlético Madrid, j'ai reçu un commentaire, ils me disent le Real Madrid, ils sont champions d'Europe, tu peux pas dire que ils souffrent face au bloc bas. C'est la réalité. Ils sont champions d'Europe face à des équipes, toutes les équipes qu'ils ont affrontées,
elles jouent toutes avec un bloc très très haut. Ils ont affronté l'année passée le PSG. C'était le PSG qui avait le ballon. Ils ont affronté Chelsea avec Tuchel. Ça a tout vers des boulevards pour Vinicius. Et c'était clair et net. Ils ont joué face à City. On connaît Guardiola qui te laisse Fernandinho sur un côté pour. Voilà, c'était un boulevard. Ils ont joué Liverpool. On le voit 2 fois. Liverpool, c'est des boulevards. Mais quand ils jouent des blocs bas, quand ils jouent des Almeria, des Atlético Madrid, et même le Barça qui a joué comme ça, parce que le Barça n'a pas eu aussi des joueurs comme Dembélé, Pedri, s'il y avait ce genre de joueur, ça serait pas la même chose. Le Barça aurait peut-être tenu plus le ballon et aurait peut-être eu aussi beaucoup plus d'occasions. Et c'est une réalité. Ce Real Madrid, s'il y a une équipe qui peut la battre, elle peut la battre comme ça. Parce que si tu fais l'inverse et que tu pousses le Real Madrid à être une équipe de contre et que tu lui donnes l'espace à Vinicius, tu es mort. Le Real Madrid, c'est une équipe de contre, elle est monstrueuse. On l'a vu à Liverpool, on le voit dans beaucoup de matchs où le jeu est plus débridé, où ils ont la chance d'aller en contre, d'aller en transition rapide. Mais quand tu pousses Vinicius dans ces derniers retranchements sur un côté et tu pousses Benzema qui est inexistant dans la surface de réparation parce qu'il se décale toujours vers il revient toujours vers le centre pour intercepter des balles et combiner. Et là, ça te tue parce que ça ne permet pas à Karim Benzema d'être dans la zone de prédilection. Et ben, t'as, t'as perdu. Et je pense que Xavi, il a fait ça malgré lui. Parce que on le sait tous, que s'il y avait des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui sont blessés, soit Lewandowski, Pedri, Dembélé, Christensen, il aurait peut-être joué offensif, il aurait laissé des espaces. On le connaît. Mais c'est ce genre de choses qui est intéressant pour un entraîneur, que quand il est poussé dans les derniers retranchements, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'attaquant, il joue avec Ferran Torres, il joue avec personne en attaque. Fatih, Fatih pour moi, ça devient gênant, hein. Sérieusement. Et je pense que Fatih peut évoluer. Mais là, ça devient vraiment gênant. Ce qui est encore plus gênant pour Fatih, c'est ce numéro 10 sur le dos. Ça va pas. Ça va pas. C'est pas ça le numéro 10 du Barça. C'est un joueur qui rentre et qui peut changer le match. Là, Fatih, on sait qu'il va pas changer le match. Dès son entrée, on sait qu'il y a rien qui va changer. Il perd des ballons faciles, il peut pas courir avec le ballon. Il y a un problème de confiance terrible pour ce joueur. Mais quand il n'y a pas ce joueur, l'entraîneur entre dans une phase pragmatique. Et Xavi l'a fait ce soir. Il est plus pragmatique. Mais est-ce que quand on aura le retour de ce joueur, mais là je pense que c'est une victoire qui sera psychologiquement énorme pour le match de Valence. Parce que s'il gagne Valence et qu'après le retour de la coupe, et même je pense que le match du championnat, ça c'est autre chose. Mais il y a toujours, comme on a dit au début, un ascendant psychologique pour le Barça au Camp Nou, au Bernabeu. Mais c'est pas toujours la même chose au Camp Nou. Ça fait très, très longtemps que le Barça a toujours souffert au Camp Nou. Et ça dénote peut-être d'un manque de plus de confiance, plus de pression. Mais c'est le moment de rééquilibrer un petit peu ça pour le Barça. Mais en tout cas, très très bonne victoire du Barça psychologiquement. Et pour le Real, ça te refait on refait toujours le même constat. Il n'y a pas de nouveauté. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce match, même s'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Mais voilà, ça nous promet un match retour parce que je pense pas que c'est terminé. La but à l'extérieur n'existe pas. Et ça promet quand même un match retour furieux parce qu'on va voir peut-être le retour de Dembélé, le retour de Pedri, le retour de Lewandowski. Donc ça peut quand même, le Barça aura des moyens de faire un autre match, pas uniquement défendre le bloc bas face au Real Madrid au Camp Nou. Ça peut pas fonctionner comme ça. Voilà. Sinon, on se retrouve dans d'autres débriefs. Pendant cela, prenez soin de vous et la paix sur vous.